Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle invitation au voyage. Aujourd'hui encore, on se fait plaisir sans avoir besoin de valise ni de passeport. Et on part pour 3 nouvelles étapes à travers le monde. En Équateur, je vais vous emmener sous les palmiers. C'est avec cet arbre, typiquement équatorien, que l'on fabrique l'un des chapeaux les plus célèbres du monde, le Panama. Comment un simple chapeau de paille va-t-il réussir à booster l'économie d'un pays? Nous verrons ça dans l'héritage. Des kilomètres et des kilomètres de dunes, c'est ce qui nous attend aussi. Pour ça, nous irons au sud de l'Espagne, à Huelva. C'est depuis cette ville tournée vers l'Atlantique que Christophe Colomb s'était lancé vers l'Amérique. Et c'est ici aussi, sur le sable, que je vais vous dévoiler un secret. Je dirais même un top secret. Ça sera l'incontournable. Et aujourd'hui, notre virée ensemble commence en Inde. Je vous invite au cœur de la grouillante Calcutta, avec l'un des plus grands réalisateurs du pays, l'un des rares d'ailleurs à avoir reçu un Oscar, Satyajit Ray. Ce cinéaste va filmer le Bengale dans ce qu'il a de plus beau. Il va réussir à en saisir toutes les contradictions, toutes les mutations. C'est l'inspiration bouillonnante du jour. Bouillonnante, tropicale, moderne et traditionnelle à la fois, Calcutta exhale un parfum enivrant. L'ancienne capitale de l'Empire britannique des Indes est le cœur culturel du pays, berceau de l'intelligentsia bengali. Dans cette mégapole, l'une des plus denses au monde, cohabitent vestiges coloniaux et buildings rutilants de la Shining India. Un précipité d'Inde que capture le plus illustre réalisateur du pays. Satyajit Ray, né au début du XXe siècle, place le Bengale et sa capitale, Calcutta, au centre d'une œuvre réaliste et humaine. Loin des clichés de Bollywood, ces films sont salués par la critique internationale et les cinéastes de la nouvelle vague. Tournés exclusivement au Bengale, ces chefs-d'œuvre naturalistes dévoilent une société en pleine mutation au lendemain de l'indépendance indienne. La complainte du sentier, le salon de musique ou la trilogie de Calcutta racontent, avec un œil quasi documentaire, ce pays tiraillé entre Orient et Occident, entre passé et présent, entre la campagne et la ville. Satyajit Ray y esquisse les traits de sa terre natale, féminine et élégante. Calcutta a un incroyable héritage architectural. Il s'agit parfois d'un immeuble tout entier, d'un bout de palais, d'une vieille balustrade. Si vous vous promenez dans ces ruelles, là où les anciens notables de la ville ont acheté et construit leurs magnifiques maisons, il y a de quoi vous émerveiller à chaque pas. Ces demeures cossues aux 4 coins de la ville sont aujourd'hui pour la plupart en déshérence, à quelques exceptions près. Comme ce palais du XVIIIe siècle, à la lisière de la ville, rénové en hôtel, est typique du raffinement de l'aristocratie bengali. Né en 1921 dans une famille d'artistes, Satyajit Ray côtoie cet univers lettré, tourné vers l'Occident et influencé par l'art de vivre des colons anglais. Comme la lune reflète la lumière du soleil, les riches notables bengalis reflétaient la puissance de l'Empire britannique. C'est parce qu'ils renvoyaient cette image de l'Empire qu'ils ont pu conserver d'aussi belles maisons aristocratiques, les Rajbari. Du mot Raj, empire, et Bari, maison. Donc c'était des maisons impériales, pour de très riches propriétaires terriens. Les intrigues ont toujours peuplé les demeures aristocratiques. C'est pour cela que Satyajit Ray s'est inspiré de tout ce qui se passait dans ces maisons. Il y cherchait des intrigues. Il y avait tant d'histoires, tant de fils à tirer. Et il était très fort pour raconter ces mystères
et divertir le public. Au début du XXe siècle, cette élite du Bengale, inféodée à la puissance britannique, vit ses dernières heures. Dans le salon de musique, un vieil aristocrate narcissique dilapide sa fortune et assouvit sa passion pour les arts dans un palais en ruine. Satyajit Ray dépeint les zamindars, ces riches propriétaires, comme des esthètes nonchalants et coupés du monde. Les hommes d'affaires bengalis qui souhaitaient travailler avec la Compagnie britannique des Indes orientales se sont mis à imiter les mœurs européennes. Ils ont créé cet univers raffiné dans lequel ils pouvaient inviter un Européen et lui faire comprendre qu'ils étaient aussi civilisés que lui, voire encore plus, qu'ils n'étaient pas des autochtones. Ils avaient le temps et l'argent pour se faire plaisir. Quand Ray a réalisé ce film en 1958, c'était déjà la fin de ce monde. Je pense qu'il a saisi l'âme de ceux qui ont habité ici et a su rendre cela captivant. Si Satyajit Ray excelle à peindre le déclin d'un monde qui lui est familier, c'est une ode à la ruralité indienne qui va faire de lui un cinéaste de renom. En pleine campagne bengali, loin de la vision exotique des palais de Maharaja, Ray saisit avec pudeur le quotidien d'un petit village au début du siècle. La complainte du sentier, récompensée à Cannes en 1956, signe la naissance du cinéma d'auteur en Inde. La beauté est partout, aussi bien dans les palais que dans les huttes aux toits de chaume. Il faut juste avoir l'œil. Dans la complainte du sentier, la beauté naturelle d'un village inspire à Satyajit Ray de la poésie. Aucun réalisateur avant lui n'avait peint le Bengale de manière aussi réaliste. Ce fut le premier à filmer la vérité. Parce que Ray trouvait que la réalité était plus belle que la fiction. La complainte du sentier témoigne de la survie difficile d'une famille au cœur de l'Inde ancestrale, de la naissance du héros, Apu, et de son enfance auprès d'une grande sœur espiègle, d'une mère courage et d'un père absent. Un parfum de drame qui met en scène des acteurs, pour la plupart amateurs. La vie d'Apu est tragique. C'est la vraie vie d'un petit garçon de village, comme 90% des Indiens qui vivent dans des petits villages. Avec la complainte du sentier, Satyajit Ray a redonné de la fierté aux Bengalis. Car ce fut le premier film sur le Bengale rural à être vu à l'étranger. Les femmes et les enfants du village inspirent tout particulièrement Satyajit Ray. Car ce sont eux qui sont les plus actifs dans la vie quotidienne, alors que les hommes partent souvent travailler. Dans les années 50, quand Satyajit Ray réalise son film, beaucoup de jeunes hommes étaient en train de quitter les campagnes pour les villes pour satisfaire les besoins les plus élémentaires du quotidien, la nourriture, le logement ou l'éducation. En saisissant l'essence des campagnes bengalis, Satyajit Ray dessine aussi en creux l'espoir d'une vie meilleure,
L'attrait de la ville et une mutation sociale irréversible, l'exode rural. En Inde, les rails des trains sont comme les veines du pays. Comme le sang qui coule dans notre corps, le train transporte les Indiens d'un bout à l'autre du pays. Et cela, Satyajit Ray le dépeint très bien dans de nombreuses scènes de ses films, notamment dans la trilogie d'Apu. Le train connecte ces personnages des villages à la ville. Il symbolise le malheur des villageois, leur quête de bonheur. Aujourd'hui encore, on voit beaucoup de monde déménager en ville à la recherche d'un emploi, malgré les épreuves, malgré l'inconfort du voyage. Est-ce que cela les rendra heureux? On ne le sait pas encore. Les héros de Satyajit Ray débarquent dans une mégapole réputée sans pitié. Calcutta, le lieu où s'entrechoquent l'Inde sacrée et le monde moderne. Comme à Kumartuli, un quartier d'artisans au nord de la ville. Ce qui est intéressant à Kumartuli, c'est que c'est un des plus vieux quartiers de Calcutta. Et on y voit encore les éléments d'une vieille tradition. Des familles entières fabriquent des idoles à la main. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma de Satyajit Ray, qui se fait le chantre d'un néo-réalisme. Il emprunte des nuances anciennes et traditionnelles, tout en y mêlant les changements de la modernité auxquels ses héros vont se confronter. Cette jungle urbaine est le décor de l'Adversaire, premier volet de la trilogie de Calcutta. Siddhartha est un jeune étudiant en médecine qui, à la mort de son père, doit chercher du travail. À la fin des années 60, le Bengale s'enfonce dans le marasme économique et le chômage de masse. Nous sommes dans la rue de l'université. Ce lieu revient souvent dans l'œuvre de Ray. Il est bourré à craquer de jeunes gens et d'étudiants. C'est une des rues les plus denses de Calcutta et les plus embouteillées aussi. Au début, ces jeunes sont pleins d'optimisme. Mais quand ils postulent à des emplois, leurs rêves se fracassent, confrontés aux milliers de personnes qui ont candidaté pour le même travail. Dans l'Adversaire, le héros ne sait plus qui est l'adversaire ici. Sa famille, ses collègues ou la société. Dans la trilogie de Calcutta, la ville dégage un sentiment de claustrophobie. La caméra de Ray suit le mouvement incessant de cette ville tentaculaire, rejoignant les obsessions des cinéastes européens de la nouvelle vague. Son regard, de plus en plus engagé, tisse avec tendresse les destins de ceux que la cité engloutit, les plus faibles et les rêveurs. Ce masque, c'est celui de Kali, la déesse de la destruction. Son culte est très populaire au Bengale. En fait, les divinités sont régulièrement célébrées en Inde et l'une des fêtes hindouistes les plus importantes, c'est Durga Puja. Si vous voulez y aller, elle a lieu en octobre. L'Inde, c'est le pays de la démesure et à Calcutta, cette immense mégapole, on trouve aussi le plus grand pèlerinage du monde, Kumbh Mela.
C'est son nom et c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. 1, 2, 1000, 10 000, c'est compliqué de compter le nombre de fidèles lors du pèlerinage de la Kumbh Mela. On est au-delà des 120 millions. C'est comme si tous les habitants de l'Allemagne et de l'Espagne réunis décidaient de rejoindre la ville d'Allahabad, dans le nord de l'Inde. C'est le plus grand pèlerinage du monde. Par comparaison, le pape François a atteint son maximum à Manille avec 6 millions de fidèles et la Mecque accueille chaque année un peu plus de 2 millions de pèlerins. Alors, forcément, 120 millions, ça implique une sacrée logistique. Un camp de 45 km², la surface d'une ville comme Lyon, pour accueillir des tentes, 600 cuisines, 40 000 lampadaires, 50 ponts flottants, 250 km de voies aménagées et 100 000 toilettes, il faut au moins ça. Ce pèlerinage a lieu environ tous les 3 ans, en alternance dans 4 villes, Allahabad, Haridwar, Nashik et Ujjain. Selon la légende, les dieux et les démons se sont battus pendant 12 jours et 12 nuits pour récupérer une cruche pleine d'élixir d'immortalité. 4 gouttes sont tombées à Allahabad, Haridwar, Nashik et Ujjain. Le moment le plus important de ce pèlerinage, c'est l'immersion. Il faut se baigner dans les eaux du Gange ou de son principal affluent, la Yamuna. C'est un joyeux plouf collectif dans la plus grande promiscuité. 1/4 de mètre carré par personne, c'est collé serré, avec le moins d'habits possible. C'est comme ça qu'on peut se laver de ses péchés et aussi mettre fin au cycle de la réincarnation. Et il ne faut pas rater le coche, il y a des moments plus propices que d'autres, des moments où le pouvoir des eaux du fleuve est à son apogée, pour les simples pèlerins comme pour les sadhus, ces hommes qui vivent nus, uniquement couverts des cendres du feu sacré, adorateurs de Shiva. Le pèlerinage de la Kumbh Mela, classé au patrimoine immatériel de l'humanité, est un moment qu'il ne faut pas rater. Invitation Voyage, c'est tous les jours un tour du monde en 3 destinations. Et dans quelques instants, nous irons jouer les agents secrets à Huelva, en Andalousie. Mais d'abord, on file du côté du Pacifique, dans le pays d'origine de ce chapeau. Attention, il y a un piège. Ce Panama, les plus grands se l'arrachent depuis des années. Humphrey Bogart, Churchill, Robert Redford, Mick Jagger ou même Meghan Markle. À l'origine, c'est un simple chapeau d'ouvrier, et pourtant il va faire surgir de terre des murs et des cathédrales. En Équateur, c'est l'héritage. Souple et léger, il procure à celui qui s'en coiffe une irrésistible élégance et cache sous sa paille tressée une surprenante histoire. Mondialement connu, il est le symbole d'un pays mais porte le nom d'un autre. Le chapeau Panama, star incontestée des couvre-chefs, arboré par les célébrités et les puissants depuis plus d'un siècle, devrait s'appeler chapeau Équateur. C'est en effet de ce petit pays, à cheval sur la forêt amazonienne, les Andes et la côte pacifique, qu'est originaire cet accessoire, fruit d'un savoir-faire ancestral. Personne au monde, ni un homme, ni une machine, ne peut fabriquer des chapeaux comme on les fait nous, Équatoriens, avec la paille toquilla. C'est quelque chose d'unique au monde. Sombrero de Paratoquilla. Tel est le vrai nom du Panama en Équateur. Ce chapeau de paille est fait de feuilles d'un palmier qui pousse seulement en Équateur. Utilisé par les peuples indiens de cette région du monde depuis des millénaires, il a acquis une renommée mondiale au XIXe siècle. D'abord à Paris. Découvert lors de l'exposition universelle de 1855, il devient à la mode et est nommé Panama à cause des comptoirs du Panama par lesquels son commerce transite. Quelques décennies plus tard, sur le titanesque chantier du percement du canal de Panama, les ouvriers, pour se protéger du soleil, doivent porter un chapeau et beaucoup optent pour le toquilla. Lors de sa visite du chantier, le président des États-Unis, Theodore Roosevelt, arbore le couvre-chef. La photo fait le tour du monde. Et le commerce du chapeau Panama explose. En Équateur, les fortunes générées par ce qui n'était à l'origine qu'une modeste coiffe vont faire surgir des monuments grandioses.
Fabriquée à l'origine sur les côtes équatoriennes, la confection du Panama va trouver un nouvel épicentre. Dans le canton de Cuenca, au sud du pays, les autorités décident de profiter de l'engouement mondial pour le chapeau. Elles convient dans cette province, déjà riche d'un savoir-faire textile, des maîtres chapeliers venus du littoral. Cuenca s'impose rapidement comme le second foyer du Panama. Un artisanat virtuose, encore omniprésent dans les petits villages alentours. Bonjour Célestina, ça va? Oui, ça va. Voici la paille qui arrive de la côte. Oui, c'est ça. Je vais la laver et la préparer bientôt. Célestina est l'une des dernières personnes de la région qui se consacre à cette étape de la confection des chapeaux, consistant à préparer la paille pour qu'elle soit prête à être vendue aux tisseuses. La particularité de cette fibre, c'est qu'elle est très légère et très flexible aussi, une fois qu'elle est humidifiée. Parce que sèche, elle paraît assez rigide. Cette souplesse permet de tisser des chapeaux à la maille très fine. Et quand le chapeau est terminé, les mailles ménagent toujours de petits trous d'air qui permettent de rafraîchir la tête, de ne pas avoir trop chaud. C'est pour ça que ces chapeaux sont très appréciés dans les zones tropicales. À quelques kilomètres de la maison de Célestina, le village de Bibliane est célèbre pour son église, construite à flanc de montagne. Mais aussi pour ses communautés de femmes qui perpétuent l'art du tissage. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le fond. Ah oui, le fond du chapeau. Et vous vous réunissez entre femmes pour tisser. Et combien de temps ça te prend pour finir un chapeau comme celui-là? 2 jours à peu près. Les gens d'ici ont appris à tisser grâce à leurs parents, leurs grands-parents. Le tissage de ces chapeaux est quelque chose qui s'apprend durant toute la vie. On débute tout petit en regardant comment les autres font. Puis on commence à tisser des chapeaux tout simples, très rustiques. Par la suite, les adultes te laissent faire les finitions, les choses les plus faciles. Le plus compliqué, c'est de commencer, de faire la partie centrale du chapeau. Au début, ce travail requiert beaucoup d'attention, mais le temps passant, on devient de plus en plus habile et on peut tisser en étant moins concentré, faire autre chose en même temps. De nos jours, il y a de nombreuses opportunités de travail, beaucoup plus rentables. Mais les femmes continuent à tisser, car elles aiment ça, et cela fait partie de leur identité. À une 60aine de kilomètres de Bibliane, le parc national El Caraz est l'un des plus beaux sites protégés du pays, qui en compte de nombreux. Il abrite plus de 200 lacs d'origine glaciaire, bon nombre de lamas, une flore extraordinaire avec quantité d'espèces endémiques, et il offre de spectaculaires panoramas. Durant la première moitié du XXe siècle, âge d'or du chapeau, ces sentiers escarpés dessinent une route du Panama. Les gens qui venaient de Cuenca et devaient rejoindre le port de Guayaquil pour exporter les sombreros devaient forcément passer par ici et monter jusqu'au point le plus élevé de ces montagnes. Et après, ils devaient descendre sur 4167 mètres, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la côte, au port de Guayaquil. C'est de là que les chapeaux partaient pour le monde entier. Les cargaisons de Panama sont acheminées à travers les montagnes dans des convois de mules, guidés par de petits groupes d'hommes issus des communautés indiennes. Pour ces gens-là, c'était une opportunité de gagner un peu d'argent. C'étaient des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais touché d'argent dans leur vie.
Les conditions du voyage étaient très difficiles. Ici, la température peut tomber jusqu'à moins 4 degrés durant la nuit, sans compter le vent, l'altitude. La seule possibilité pour dormir, c'était de trouver des grandes pierres et de s'abriter à leurs pieds en s'emmitouflant dans des ponchos ou dans ce qu'ils avaient sous la main. Ceux qui commettaient l'erreur de passer la nuit dans la partie la plus haute des montagnes, où il faisait encore plus froid, ne se réveillaient souvent jamais. C'est de Cuenca, troisième plus grande ville de l'Équateur, l'une des plus belles aussi, que partent les périlleuses expéditions vers la côte. Si elles entraînent le trépas de certains, elles en enrichissent d'autres. Une élite d'exportateurs, dont les bâtisses au luxe un brin tapageur, se dressent autour de la place principale de Cuenca, le parc Calderón. Cette place avait un aspect très différent avant le boom du chapeau. Les maisons étaient beaucoup plus simples. Avec le boom, l'architecture a radicalement changé. Les gens qui avaient beaucoup d'argent ont voyagé en France, parce que c'était le pays dont la culture rayonnait le plus à cette époque. Ils sont revenus ici avec des idées totalement neuves pour la ville. Et ils ont commencé à faire construire des édifices d'inspiration française, avec beaucoup de fer forgé par exemple. Ce style français était aussi présent dans le mode de vie, la manière de manger, de s'habiller. La plupart de ces gens parlaient un peu le français, ou au minimum, savaient chanter la Marseillaise. Dans les premières décennies du XXe siècle, les exportations de chapeaux explosent. Une ville nouvelle et opulente sort de terre grâce à l'argent du Panama. Banque, administration, école, sans oublier l'édifice le plus emblématique de la ville. L'argent qui a permis la construction de cette cathédrale provenait de donations de la haute société de Cuenca, et donc directement du commerce du chapeau. C'est la plus grande église de Cuenca, la plus grande cathédrale d'Équateur et la plus large d'Amérique du Sud. Au milieu des années 50, alors que des millions de Panama s'exportent chaque année, le mode de vie change brutalement. Les ventes s'effondrent et seuls quelques exportateurs parviennent à survivre. L'un d'eux, la maison Ortega, créée il y a plus de 130 ans, est de nos jours le plus réputé de Cuenca. Située dans le centre-ville, sa fabrique est ouverte aux visiteurs. Les chapeaux nous arrivent de la campagne sous cette forme. Nos chapeliers coupent alors l'excédent de paille, puis nous traitons le chapeau pour lui donner ce blanc parfait. Là, vous pouvez voir la différence. C'est ça notre spécialité, assurer des finitions parfaites pour que les gens du monde entier puissent porter ces chapeaux avec élégance. Nous allons donner au chapeau l'une des formes les plus appréciées dans le monde. Là, Patricio ferme la machine pour presser le chapeau, lui donner ses reliefs particuliers. Comme vous pouvez le voir, nous faisons ça à l'aide d'une machine manuelle qui a plus de 80 ans. Après quelques décennies de traversée du désert, le Panama est redevenu glamour. Nous avons des chapeaux de toutes sortes, du plus standard, du plus classique comme celui que je porte, aux chapeaux plus élégants, plus mode, que l'on met à l'occasion de mariage. Nos chapeaux ont été portés par de nombreuses célébrités, des présidents, des reines de beauté, des acteurs comme Anthony Hopkins, Sean Connery et de nombreux autres. Si le snob Panama, dont le prix peut atteindre des dizaines de milliers de dollars, est de nouveau le chapeau favori des stars, l'humble sombrero des Parra Toquilla, lui, n'a jamais cessé de protéger les têtes du peuple de Cuenca. Dans cette petite boutique, les gens viennent faire réparer leurs chapeaux.
Camilo, le patron, leur redonne leur forme, remplace les éléments abîmés pour que le chapeau ressorte comme neuf. Le prix est très modique, bien moins cher que de s'acheter un nouveau chapeau. En se coiffant de leur joli sombrero des paja toquilla, ces gens maintiennent la tradition. Ces chapeaux font partie de notre intimité profonde, de notre héritage. Ils représentent une part fondamentale de l'histoire et de l'identité de tous les habitants de Cuenca. Baignée de soleil et sauvage, la terre d'Équateur est coiffée d'un chapeau. Un couvre-chef de paille aux allures de couronne qui la distingue, l'auréole et abrite une part essentielle de son âme. Allez, après l'Équateur, direction l'Espagne maintenant. Nous partons à la plage de Huelva. Son sable blanc n'a pas été foulé par Ursula Andress. Pourtant, il cache une intrigue digne d'un James Bond. C'est l'incontournable. Ce qui fait la beauté de Huelva, ce sont ses plages. D'interminables dunes, vierges de toute construction, qui s'étirent jusqu'au Portugal. Un paradis naturel, entre marais et salines, à la sortie du parc national de Doñana. La ville a toujours regardé vers l'océan Atlantique. C'est de là, à quelques kilomètres, que les caravelles de Christophe Colomb sont partis vers l'Amérique. On vient y flâner dans le lacis des rues piétonnes, autour de sa place centrale, avant de repartir à la découverte de sa côte, entre villages blancs et étendues de sable blond. Incontournable plage de Huelva qui cache une toute autre histoire. Celle de l'abracadabrante tromperie mise au point par les services secrets britanniques pour leurrer les Allemands. L'historien Henrique Nielsen revient sur cet épisode. Nous sommes sur la plage de la Bota. C'est ici que le 30 avril 1943, on a découvert le cadavre du Major William Martin. Sur ce cadavre, les Espagnols découvrent une serviette avec des documents top secrets. Un coup de chance pour les agents nazis qui opèrent dans la zone. Ils viennent de tomber dans le piège d'un plan mis en place près de 4 mois auparavant. L'opération Mincemeat, ou opération viande hachée. Il y avait un service dédié spécialement à des opérations de ce genre, avec une liste de scénarios possibles, de stratagèmes pour tromper l'ennemi. C'est dans ce service d'ailleurs que travaillait Ian Fleming, qui deviendra célèbre plus tard avec l'agent 007. Ce sont deux de ses collègues, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, qui ont orchestré la supercherie. Il s'agissait de faire parvenir aux Allemands de faux documents indiquant que le débarquement en Méditerranée allait se faire en Grèce et en Sardaigne, alors que la véritable cible était la Sicile. Ces faux documents doivent être accrédités par les nazis. Les Anglais pensent à Huelva, depuis la fin du 19e siècle, une importante communauté d'Allemands vit là. Certains ont conservé des liens étroits avec la mère patrie et travaillent pour le compte des nazis. Ici opérait un espion très actif, Adolf Klaus. Il était considéré comme l'agent nazi le plus efficace du sud de l'Europe. C'était plus que probable qu'il réussira à s'emparer des documents pour les transmettre à Berlin. À Londres, les services secrets britanniques passent plusieurs mois à peaufiner tous les détails de l'opération. Un travail de faussaire insoupçonnable. Les services secrets lui avaient fabriqué une véritable légende, avec une famille, des habitudes. Il avait été au théâtre quelques jours auparavant. Il avait sur lui une lettre de sa fiancée, Pam. Il y parlait de la bague qu'il lui avait achetée. Il y avait aussi de l'argent en petites coupures. Tout avait été fait pour rendre ça crédible, donner de la chair à son personnage. Pour trouver le corps qui va tromper les Allemands, les deux agents secrets britanniques se font aider par un médecin légiste. Ils choisissent celui d'un vagabond de 34 ans, qui a succombé en avalant de la mort au rat. Ce décès a provoqué une accumulation d'eau dans les poumons, de quoi faire croire à une noyade. Montagu et Cholmondeley quittent Londres en voiture. À bord,
Une boîte en acier scellé, remplie de neige carbonique pour ralentir la décomposition du corps. Direction la base militaire d'Holylock, à l'ouest de l'Écosse. Le corps est ensuite embarqué à bord d'un sous-marin le 19 avril pour 11 jours de navigation. Le 30 avril à l'aube, à 4h15, ils ont sorti le corps du sous-marin, ont fait une brève oraison funèbre et l'ont jeté à l'eau avec son gilet de sauvetage. L'opération était très bien organisée. Ils avaient même calculé les courants pour qu'il échoue sur la plage de la Bota. Mission accomplie. Le corps est bien déposé sur la plage. Mais le militaire espagnol qui découvre les papiers ne se tourne pas comme prévu vers les Allemands. Il se rend immédiatement chez le consul britannique de Huelva. Vous imaginez la tête du consul lorsqu'il a ouvert la porte? Il était la seule personne au courant de l'opération à Huelva. Lui qui voulait que les documents arrivent aux mains des Allemands, il était sous choc. Heureusement, il a vite retrouvé ses esprits. Il a dit à son ami, « Suis la procédure officielle et remets le portefeuille à ton chef. Sinon, tu vas avoir des ennuis. » Les documents partent pour l'amirauté et tombent dans les mains des nazis. Hitler est trompé. Il envoie des troupes en Sardaigne et en Grèce. Le 10 juillet 1943, les Alliés attaquent la Sicile. Un front en Méditerranée est ouvert, affaiblissant les nazis. Mais des doutes persistent encore aujourd'hui sur l'identité réelle du Major Martin. Les militaires anglais auraient-ils menti sur l'origine du cadavre ? Le corps d'un mendiant et d'un officier n'ont rien à voir. Ils n'ont pas la même hygiène dentaire, pas les mêmes ongles, pas les mêmes mains. C'était plus logique d'utiliser le cadavre d'un des 379 marins qui venaient de périr dans le naufrage du porte-avions Dasher. Pour une raison toute simple, ils sont tous morts noyés. Inutile d'aller chercher un cadavre ailleurs. C'était le cadavre parfait, celui qui cadrait le plus avec les caractéristiques de l'opération. Le corps enterré à Huelva serait celui d'un des soldats du Dasher, John Melville. Une identité que le gouvernement britannique n'a pas confirmée, malgré les honneurs que la Marine royale lui a accordés en 2004 pour service rendu à la nation. Et voilà, Invitation au voyage, c'est fini pour aujourd'hui. Bien sûr, on se retrouve demain pour 3 nouvelles destinations. Bonne journée à tous. Bis bald.